Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le samedi 6 avril 2024 et il est 23h36. Alors hier, nous étions arrêtés au fameux discours à l'Assemblée nationale de Florian Phaligot. Aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur ce fameux Boris Komarov, qui est le conteur de ce récit, et que vous connaissez pas ou très peu, et qui va vous parler un petit peu de lui. Chapitre 4, Boris Komarov. À ce moment de mon récit, je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Vous ne savez rien de moi, de mes origines, mes aspirations, les épreuves que j'ai pu traverser. Rien de tout cela ne vous est connu. Je voudrais, afin que je puisse avoir de vous, lecteurs, une attention, sinon amicale, du moins détendue, sans parti pris, vous raconter, rassurez-vous brièvement, un peu mon histoire. Elle pourrait faire à elle seule l'objet de romans. Je suis né le 12 janvier 1990 à Surgout, en Sibérie occidentale, mais mes parents étaient de Liantor, à environ 95 km au nord-est de Surgout. Ils exploitaient une zone forestière dans la taïga qu'ils avaient réussi à louer aux autorités pour 20 ans. Cette exceptionnelle réussite étant vraisemblablement due à la famille de ma mère qui avait donné à l'État russe un scientifique reconnu et admiré ayant activement participé à la réussite de certaines armes modernes hypersoniques. Mon père était d'une famille plus modeste. Fils unique d'un père bûcheron et d'une mère ouvrière, dans le textile, il était d'une taille peu commune, mesurant plus de 2,10 m et pesant plus de 120 kilos. Il était surtout connu pour sa gentillesse et sa sobriété langagière, qui avait fait surnommer le géant taciturne. Il avait suivi très jeune les pas de son père, était devenu un bûcheron apprécié dans l'exploitation forestière de notre Oblast. Il avait effectué un an de service militaire en 1985 à l'âge de 20 ans, et dès son retour, avait repris sa place comme bûcheron, puis connu ma mère. Il s'était marié en 1988. En 1994, au début de la guerre en Tchétchénie, il s'engagea dans les forces spéciales pour une durée de 5 ans. J'avais alors 4 ans. Cet engagement un peu inexplicable ne fut pas du goût de ma mère. Et j'ai souvenir de disputes homériques lors des quelques rares permissions de mon père dans les années 98. Ma mère était une très belle femme, assez grande, aux grands cheveux noirs qu'elle peignait en chignon, ce qui lui donnait un air sévère qui heureusement disparaissait lorsqu'elle avait son grand sourire qui me ravissait. Elle avait fait des études supérieures de langue et parlait couramment l'anglais et le français. Avant son mariage, elle travaillait, semble-t-il, car elle était d'une grande discrétion sur cet aspect de sa vie, dans ce qu'elle appelait l'administration. Puis elle avait abandonné ce travail à ma naissance et avait renoué des relations avec sa famille arménienne, les Bogossians. Ma mère s'appelait Arpik, ce qui signifiait belle comme le soleil, et c'était vraiment justifié. Je me souviens aussi très bien de mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui venaient me voir en l'absence de mon père. J'avais été mis en pension à Surgout pour mes études secondaires et je revenais le week-end à la maison. Je retrouvais ma mère et souvent mes grands-parents maternels. Ils parlaient souvent en français et en arménien, étant originaire de Tchaltyr dans l'oblast de Rostov. Tout doucement, sans vraiment m'en rendre compte, je finis par m'exprimer aussi bien en français qu'en arménien, ce qui faisait la joie de mes grands-parents. Lorsque mon père revint de la guerre en 2001,
J'avais alors 11 ans, ce fut un changement radical. Mes grands-parents ne venaient plus à la maison et les disputes avec ma mère étaient de plus en plus fréquentes. J'étais pris entre deux feux car j'adorais mon père autant que ma mère. J'admirais surtout ce père immense et protecteur, couvert d'honneur et de médailles, dont le journal local avait dans une page entière raconté les exploits en Tchétchénie. Et puis il y avait ces sorties en forêt pendant lesquelles il m'inculquait les règles du camouflage, les exercices de self-défense et les exercices physiques pour m'endurcir. Nous nous entraînions au tir à l'arc et chassions le cerf. Ma mère voyait cela d'un mauvais œil et c'était un sujet de dispute supplémentaire. Et puis, il y eut 2005, l'année maudite. J'avais alors 15 ans. J'avais brillamment, avec 2 ans d'avance, réussi mon diplôme de fin d'études, appelé en Russie l'examen d'État unifié, et ma mère souhaitait que je fasse l'école de journalisme de l'Université d'État de Moscou, ce qui était un rêve pour moi qui voulais voyager et connaître d'autres civilisations, parler d'autres langues. Nous n'avions pas les moyens de ce projet, et c'était mes grands-parents qui avaient proposé de le financer durant toute la durée de mes études. Cette proposition avait occasionné chez mon père une telle rage que j'avais eu peur qu'il fasse du mal à ma mère. Il s'était cependant ressaisi, puis avait quitté notre maison en claquant la porte. Nous étions le 15 juillet 2005, et depuis cette date, je n'ai jamais revu mon père. Les recherches n'ont rien donné, son corps n'a jamais été retrouvé. J'ai ainsi poursuivi mes études de journalisme à Moscou jusqu'en août 2011, où j'ai obtenu un master en langue anglaise et française et en presse écrite périodique. J'étais alors plein d'illusions et pensais que toutes les portes allaient s'ouvrir devant moi. Le génie, l'hyper-diplômé. Je dus vite déchanter. Et si ce n'était ma mère qui fit jouer ses relations dans l'administration, comme elle disait, j'aurais pu attendre longtemps avant de trouver un job. Je fus pendant 2 ans relégué dans un bureau sans fenêtre au ministère de la Culture et de l'Information, chargé des comptes rendus des expositions et conférences sur l'art, et ce qui s'en rapprochait à Moscou et ses environs. Ce fut un calvaire. Et je décidai de prendre ma vie en main et de m'expatrier. Mais où aller? L'Angleterre, la France? Ma mère avait gardé un contact avec une de ses anciennes amies françaises, rencontrée à l'université, et qui faisait des études de langue russe. Elle la contacta et parvint à obtenir son aide pour que je sois embauché dans un journal à Paris comme pigiste. C'était un bon début. Nous étions en début d'année 2013. Une nouvelle vie commençait. Lorsque je débarquai à Paris, le 15 mai 2013, la France était présidée par François Hollande et on ne parlait que des manifestations qui s'étaient produites la veille sur la place du Trocadéro lors de la remise du titre de champion de France au PSG. Le journal qui m'avait embauché s'appelait L'Aberration et traitait essentiellement des sujets de société, de la géopolitique et des affaires tordues ou scandaleuses. Il se situait au 22 de la rue du Général Alain de Boissieu, dans le 15e arrondissement, et j'y fus accueilli par une charmante jeune fille, brune, qui se présenta comme adjointe au directeur en chef, au rédacteur en chef, et fille de l'ami de ma mère qui m'avait recommandé. Bienvenue au journal des scandales et des compromissions. Je m'appelle Moran Silberstein. Mais tout le monde m'appelle Mort. Ça aurait pu être pire. Ici et dans la profession, on se tutoie. Faudra t'y faire. Comme tu es russe, tu vas travailler pendant 6 mois dans le cadre d'une convention accueillir les étudiants russes en France. Si tout se passe bien, et je ne doute pas qu'il en soit ainsi, étant donné le CV que j'ai pu consulter, nous pourrons alors envisager d'autres solutions. Il te faudra faire tes preuves et t'accrocher.
Fais attention aux jalousies et mesquineries qui ne manqueront pas. Certains ne te feront pas de cadeaux. Comme je te l'ai déjà dit, je suis une des adjointes au rédac-chef, Gabriel Lieberman. C'est un politique, il va dans le sens du vent. Je dois te chapeauter et te suivre dans tout ce que tu entreprendras au journal. Tu devras me rendre compte de tes actions et me présenter tes papiers avant que je les présente moi-même au rédac-chef. Sommes-nous bien d'accord? Que ne pouvais-je dire sinon acquiescer? Ce que je fis, non sans me dire que je venais échanger un cheval bonne contre un aveugle et que j'aurais peut-être dû rester dans mon petit bureau à Moscou. Mais l'idée était jetée et je me lançais dans la fournaise. Voilà, chers amis, pour le 6e épisode de mon livre Quand la France s'éveillera. Et merci de m'avoir écouté. Et à demain, peut-être.